Bonjour et bienvenue à cette présentation Stormshield Network Security. Celle-ci a pour objectif de vous présenter les nouveautés en termes de routage dans la version 2. La présentation sera découpée de la manière suivante. Nous parlerons tout d'abord des objets routeurs et nous verrons comment les configurer. Nous étudierons ensuite quelques cas d'usage qui sont rendus possibles par l'apparition des objets routeurs. Nous verrons ensuite comment monitorer et débugger le fonctionnement de ces objets. Et nous terminerons cette présentation par une revue des autres changements liés au routage en version 2, comme par exemple l'apparition des routes retour ou la gestion de la priorité du PBR par rapport aux routes statiques. Commençons tout d'abord par replacer le contexte. Voyons ce qu'il était possible de faire en termes de partage de charge et de passerelle de secours en version Stormshield Network Security 1. La politique de routage par défaut permettait d'appliquer aussi bien du partage de charge qu'une politique de failover. Le PBR, Policy Based Routing, permettait lui uniquement de faire du failover et il était obligatoire que la passerelle de secours soit la passerelle par défaut. Enfin, pour les routes statiques, il n'était possible de faire ni failover ni load balancing. Pour répondre à ces limitations, un nouveau type d'objet fait son apparition en version 2. Il s'agit donc des objets routeurs, qui sont définis dans le fichier de configuration config files router. Les politiques de partage de charge et de secours sont désormais définies directement dans ces objets, ce qui permet d'avoir une politique de routage unifiée au niveau du routage par défaut et du PBR en faisant appel à un objet routeur. Ces objets routeurs peuvent contenir des routes IPv4 et IPv6 et il n'est pas possible de créer des groupes d'objets routeurs, ce qui n'aurait de toute façon pas beaucoup de sens. Voyons donc maintenant comment configurer un objet routeur. Voici donc le formulaire de création d'un objet routeur. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un nouvel onglet dans l'assistant de création d'un objet réseau. Si vous êtes familier avec la version 1, vous devez reconnaître ici quelque chose de très similaire à ce que l'on pouvait voir en version 1 dans la configuration du routage par défaut, avec une liste de passerelles principales, une liste de passerelles de secours, un type de load balancing, ainsi qu'une politique de bascule sur les passerelles de secours. Étudions donc maintenant les différents champs présents dans ce formulaire. Tout d'abord, nous pouvons voir deux listes de passerelles. Une liste de passerelles principales et une de passerelles de secours. Les passerelles principales sont celles qui sont actives par défaut. Soit une seule s'il n'y a pas de load balancing, soit toutes ensemble si le load balancing est configuré. Les passerelles de secours, elles, ne sont pas actives par défaut et n'entreront en jeu que si le failover se déclenche. Chacune des listes peut contenir un maximum de 64 passerelles par objet routeur. L'option suivante concerne l'activation du load balancing. Une fois le load balancing activé, le trafic est distribué entre toutes les passerelles actives. La répartition de ce trafic est basée sur un hash. Il n'y a pas d'aléatoire qui entre en jeu. Deux types de load balancing sont disponibles, comme en version 1, à savoir le load balancing sur adresse source et le load balancing par connexion, qui est donc réalisé sur les adresses source et destination, ainsi que sur les ports dans le cadre d'une connexion TCP ou d'une pseudo-connexion UDP. Une nouvelle option qui fait son apparition en version 2 est la possibilité de définir un poids pour une passerelle. Ce poids ne sera utilisé que pour le load balancing, et il aura pour objectif de définir la proportion de trafic qui passera par une passerelle par rapport aux autres présentes dans cet objet routeur. Ce poids ne sera pas utilisé dans le cadre du failover, par exemple, pour déterminer une quelconque priorité. Si l'on prend un exemple ici, on peut voir par exemple que j'ai deux passerelles dans ma configuration. La première a un poids de 2 et la deuxième a un poids de 1. 2 tiers du trafic passeront donc par ma passerelle 1. Il est à noter que le poids dans le cadre d'un objet routeur doit être compris entre 1 et 1024. Parlons maintenant de la politique de failover. La première chose à configurer sera la manière dont nous testerons la disponibilité de nos passerelles. Trois paramètres sont présents dans le fichier de configuration.
pas dans l'interface graphique, à savoir la fréquence, qui correspond au délai entre deux exécutions du script hostcheck, donc, qui réalise les tests de disponibilité. Une fois qu'hostcheck s'exécute, il lancera donc un ou plusieurs pings. Le deuxième paramètre est donc l'attente, qui correspond au temps que le hostcheck attendra avant de considérer un ping comme sans réponse. Le dernier paramètre, tries, correspond au nombre de pings qui doivent être sans réponse avant qu'une passerelle soit considérée comme injoignable. Il est à noter toutefois qu'hostcheck n'est pas utilisé dans le cadre des routeurs obtenus par DHCP ainsi que des liens dial-up. Pour les dial-up, tant que le lien est négocié, la passerelle est considérée comme disponible. Pour les passerelles récupérées par DHCP, le comportement est le même, mais il est à noter que celui-ci pourrait évoluer dans de futures versions correctives. Maintenant que nous savons comment détecter l'indisponibilité de nos passerelles principales, il va falloir définir quand faire appel aux passerelles de secours. Trois paramètres s'offrent donc à nous dans le menu suivant, à savoir faire appel aux passerelles de secours uniquement quand toutes les passerelles principales sont injoignables, faire appel aux passerelles de secours dès qu'une passerelle principale est injoignable, et le dernier paramètre correspond à un seuil personnalisé qui correspond au nombre de passerelles principales qui doivent être actives. Le paramètre de configuration dans le fichier config files router correspondant à cela est gateway threshold. L'option suivante permet de définir le nombre de passerelles de secours qui peuvent être actives à un instant T. Par défaut, cette option est désactivée, ce qui signifie que lorsque l'on fait appel à des passerelles de secours, une seule d'entre elles peut être active à un instant T. Si l'on active cette option, par contre, lorsque l'on aura un appel aux passerelles de secours, toutes les passerelles de secours seront activées au même moment. Lorsque cette option est désactivée, la passerelle de secours à laquelle on fait appel est la première passerelle disponible dans la liste. Le dernier champ de ce formulaire ne s'applique que dans le cadre du PBR. Il correspond à la politique à tenir en cas d'indisponibilité de toutes les passerelles configurées dans l'objet routeur. Dans ce cas, deux choix s'offrent à nous. Tout d'abord, de rebasculer le trafic sur la politique de routage par défaut, ou de ne plus router le trafic tant qu'aucune passerelle ne sera remontée. Comme nous avons pu le voir jusqu'ici, les politiques de load balancing et de failover sont désormais configurées directement dans l'objet routeur. Il n'y a donc plus de besoin de configurer ces paramètres directement dans le menu routage comme c'était le cas en V1 pour la politique de routage par défaut. C'est pourquoi le formulaire de configuration d'une passerelle par défaut a été modifié pour ne plus être qu'un simple choix d'objet. Cet objet pourra par contre maintenant être un objet routeur, ce qui permet de retrouver les mêmes fonctionnalités qu'en version 1. En ce qui concerne le PBR, le formulaire n'est pas non plus modifié, mais là aussi il est possible d'utiliser un objet routeur pour pouvoir configurer du load balancing ou du failover. Parlons un peu de la migration depuis la version 1. En ce qui concerne la politique de routage par défaut, celle-ci est automatiquement convertie en un objet routeur qui est utilisé comme politique de routage par défaut en version 2. Les routes PBR sont aussi converties en objet routeur. Si plusieurs règles utilisaient la même passerelle, un seul objet routeur sera créé et il sera utilisé dans toutes ces règles, afin de ne pas créer des objets routeurs inutiles. Maintenant que nous avons vu la base des objets routeurs, voyons quelques cas d'usage qui sont rendus possibles par ceux-ci. Prenons donc un premier cas où un produit a 3 accès à Internet. En version 1, si l'on voulait mettre en place du failover sur le PBR, la seule politique possible aurait été de rebasculer sur la route par défaut. Dans le schéma que vous pouvez voir par exemple, si la passerelle A est la route par défaut avec la passerelle B en passerelle de secours, et qu'une règle de PBR route le trafic HTTP sur la passerelle C, si la passerelle C était indisponible, le trafic aurait rebasculé sur la passerelle A, laissant la passerelle B toujours inutilisée.
Ce que nous allons faire en version 2 est configurer deux objets routeurs. Un premier pour le routage par défaut avec A en passerelle principale et B en passerelle de secours, donc utilisé uniquement pour le failover. Et un deuxième objet routeur, lui, utilisé dans le cadre de notre règle de PBR, avec C en passerelle principale et là aussi B en passerelle de secours. Cela signifie donc que B peut être utilisé comme passerelle de secours aussi bien pour la route par défaut que pour notre règle de PBR. Imaginons par exemple que notre passerelle C soit indisponible. Ce qui va se passer est donc que le trafic de la règle de PBR va rebasculer automatiquement sur la passerelle B. Et nous avons toujours une séparation sur deux passerelles différentes pour le trafic utilisant la route par défaut et le trafic HTTP qui passe par notre règle de PBR. Cela n'empêche toutefois pas d'avoir aussi une bascule du trafic par défaut si par exemple la passerelle A venait à être elle aussi injoignable. Et nous aurions dans ce cas tout le trafic qui passerait par la passerelle B. Voyons maintenant un cas de load balancing. En version 1, le load balancing ne pouvait être configuré que pour la politique de routage par défaut. En version 2, nous pouvons configurer deux objets routeurs, un qui réalise un premier groupe de load balancing entre deux passerelles pour le routage par défaut, et un deuxième objet routeur qui sera utilisé dans le cadre d'une règle de PBR, par exemple pour le trafic HTTP. Il est aussi possible de mélanger les deux cas mentionnés précédemment, avec une passerelle de secours qui sera utilisée par exemple aussi bien dans le cadre de la politique de routage par défaut que dans le cadre d'une règle de PBR avec load balancing. Voyons maintenant un dernier cas d'usage, celui des poids dans le cadre du load balancing et de la manière dont ils sont calculés. Dans le cas présent, nous avons 4 passerelles A, B, C, D avec les poids que vous pouvez voir ici. La passerelle D est une passerelle de secours, elle n'est donc pas utilisée par défaut. La répartition que nous aurons donc lorsque toutes les passerelles sont joignables est la suivante. Les passerelles A et B accueilleront chacune 25% du trafic et la passerelle C 50%. Imaginons maintenant qu'une des passerelles devienne indisponible. Dans le cas de figure présent, nous partons du principe que la configuration déclenche l'activation d'une passerelle de secours dès qu'une passerelle principale est indisponible. Mettons par exemple que la passerelle C soit indisponible, cela signifiera donc que la passerelle D sera activée immédiatement. Le poids n'étant pas le même, la répartition sera modifiée et nous passerons sur la répartition suivante, à savoir un tiers du trafic pour chacune des passerelles activées. Voyons désormais les outils de monitoring et de debug qui s'offrent à nous dans le cadre de l'utilisation de ces nouveaux objets. Tout d'abord, voici un exemple de fichier de configuration correspondant à un objet routeur. Passons donc en revue les différents paramètres qui composent cet objet. Le nom de la section Default Router correspond au nom de notre objet. Gateway Threshold correspond au nombre de passerelles qui doivent être actives sous réserve d'activer une passerelle de secours. Frequency est le temps entre deux exécutions d'host-check. Wait, le temps avant lequel un ping est considéré comme sans réponse. Tries, le nombre de pings avant de considérer une passerelle comme injoignable. Activate all backup, la politique d'activation des passerelles de secours, à savoir une ou toutes. Load balancing, le type de load balancing, donc par source, par connexion ou désactivé. On fail policy, la politique lorsqu'aucune passerelle n'est joignable, donc dans le cadre du PBR. Et enfin, la liste de nos passerelles principales et de secours. Voyons maintenant quelques commandes utiles. Il est possible de recharger la politique de routage par défaut avec la commande gatemon-r. L'affichage des routes système peut se faire lui avec la commande netstat-rn. Le rechargement de la politique de PBR se fait lui par enfilter-u qui recharge toute la politique de filtrage. Et enfin, il est possible d'afficher la table de routage de l'ASQ à l'aide de la commande sfctl-s route. Il est à noter qu'en ce qui concerne la politique de routage par défaut, celle-ci n'est connue de l'ASQ que si du load balancing est utilisé.
Si vous n'avez pas de load balancing, il est donc normal de ne pas voir votre route par défaut à l'aide de cette commande. Voici donc un exemple de table de routage de la SQ. Si l'on prend les colonnes dans l'ordre, par exemple, nous avons le nom de l'objet routeur, le nom des passerelles utilisées, l'IP de ces passerelles, le router ID qui est l'identifiant système de la passerelle, le nombre d'utilisations de cette route, le type de route, donc filter pour le PBR, LB pour le load balancing dans le cadre du routage par défaut, le statut, donc active ou non, et enfin le poids dans le cadre du load balancing. Pour faciliter le monitoring des objets routeurs, une nouvelle section fait son apparition dans le Real-Time Monitor. Celle-ci s'appelle donc Routers et reprend à peu près les mêmes informations que la table de routage de la SQ. On peut voir ici effectivement les noms de nos objets routeurs, les passerelles, le statut des passerelles, et en plus nous avons aussi le temps depuis la dernière modification de statut. Ces informations sont aussi récupérables par SNMP. Il faudra par contre pour cela récupérer la dernière version de Nomib disponible à l'adresse que vous pouvez voir à l'écran. Afin de faciliter le suivi des événements liés au routage, de nouveaux logs font aussi leur apparition dans la catégorie système. Vous en avez des exemples ici. On peut notamment facilement voir lorsqu'un routeur est activé ou désactivé car indisponible. On retrouve ici les informations comme l'objet routeur auquel il appartient, le nom de la passerelle et son IP. Il est aussi possible, pour vérifier leur bonne exécution, de consulter les tâches planifiées chargées par le système. Cela peut donc être fait dans le fichier var tmp eventday.rules et vous avez ici un exemple d'une tâche de monitoring d'une de mes passerelles avec une exécution régulière d'hostcheck toutes les 60 secondes. Voilà pour tout ce qui est lié aux objets routeurs. Passons désormais aux autres changements liés au routage en version 2. Parlons tout d'abord du PBR. En version 1, les routes statiques étaient prioritaires par rapport au PBR. À partir de la version 2, ce comportement sera désormais configurable. Il est toutefois à noter que pour ne pas perturber les configurations en place, les configurations migrées depuis la version 1 garderont l'ancien comportement, à savoir les routes statiques ont la priorité. Par contre, pour les nouvelles configurations en version 2, c'est le PBR qui est prioritaire. Ce changement ne peut par contre être effectué qu'en console, à l'aide du token PBR Override Static, qui est présent dans le fichier config files security inspection common. Et donc les valeurs sont les suivantes. 0, l'ancien comportement, donc les routes statiques sont prioritaires, et 1, c'est le PBR qui est prioritaire. Afin de valider ce changement, il faut utiliser la commande enasq. Le changement suivant s'appelle route retour. Vous avez peut-être déjà rencontré des cas de figure où vous souhaitiez avoir une connexion depuis l'extérieur qui arrivait jusqu'au firewall, mais pour laquelle les paquets retour ne devaient pas être renvoyés par la passerelle par défaut. Dans ce cas, il était nécessaire de configurer une règle de PBR pour renvoyer le trafic retour vers la bonne passerelle. Afin d'éviter cette configuration, il est désormais possible de définir une liste de passerelles pour lesquelles on renverra automatiquement les paquets vers la passerelle d'origine. Ces routes retour auront la priorité par rapport à tous les autres types de routage pour éviter les conflits. Si l'on prend par exemple un cas avec du load balancing et 2 passerelles internet, ce qui va désormais se passer juste en définissant notre liste de passerelles et que pour une connexion arrivant sur une passerelle, les paquets seront automatiquement envoyés vers cette même passerelle. Un point important dans le cadre de la configuration des routes retour est que pour pouvoir utiliser une passerelle comme route retour, il est nécessaire de configurer une adresse MAC dans l'objet. Il est aussi possible de consulter la liste des passerelles retour chargées en utilisant la commande sfctl-s revrt que vous pouvez voir à l'écran et dont vous avez un exemple d'exécution en bas de page.
Le dernier changement dont je vais vous parler aujourd'hui est plus un changement d'ergonomie. Il est désormais possible d'éditer directement le fichier de configuration de la politique de routage dynamique en interface graphique. Donc cela se situe dans le menu routage et dans l'onglet Dynamic Routing. Et vous avez donc une case pour activer le routage dynamique. Et en dessous, vous pouvez directement consulter et éditer le fichier de configuration qui y correspond. Voilà, c'est tout pour cette présentation Storm Shield Network Security version 2. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.